Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoFort, cette actualité crypto donc numéro 68. Donc comme d'habitude les amis, on va parler de quelques projets et du Bitcoin et bien évidemment au niveau des mises à jour sur les chiffres, les ETF, les projets, etc. Et donc on verra le Bitcoin, on parlera du VeChain. Je vais rajouter également donc tout l'aspect intelligence artificielle comme Fetch.ai. Vous avez sûrement vu la vidéo que j'ai faite là cette semaine, mais qui est déjà obsolète. Vu les dernières nouvelles, vous allez voir, donc bon, un peu les boules quand même, parce que j'avais pris 2 semaines. En fait, il y a eu des événements qui ont fait que c'est déjà obsolète. Comme quoi, le monde de la crypto-monnaie va très vite, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on voit que se mettre à jour régulièrement, eh bien, c'est important. Voilà. Bon, et sinon, on parlera également de XRP et des rebondissements, des nouveautés dans le cadre du procès entre la SEC et Ripple. On va voir que là aussi, ça déménage sévère. Bon, bah écoutez, c'est parti, mais avant, donc, on va commencer, les amis, par le Bitcoin avec le rapport donc, habituel de BitMEX Research du 28 mars 2024 en dernière date de mise à jour des flux entrants et sortants des ETF Bitcoin Spot. Et donc, regardez, c'est vrai que la semaine dernière, j'avais fait allusion donc, aux flux sortants, hein. Donc, on voit que là, les flux sortants de la semaine dernière étaient plutôt dans le rouge hein, sur quelques jours hein, en mode série. Et ça collait parfaitement avec la chute, la correction qu'a subi le Bitcoin au niveau des prix. Et donc c'est vrai que j'avais fait remarquer que si on voyait par exemple le prix du Bitcoin remonter avec des flux entrants revenir positifs dans les ETF Bitcoin Pot, ça voudrait dire qu'il y a une corrélation effectivement entre les prix du Bitcoin et les flux entrants et sortants sur les ETF Bitcoin Pot. Eh bien ça n'a pas loupé puisque regardez, depuis donc le 25 mars, on est repassé donc avec des tout petit montant, effectivement, hein, le 25 mars 2024, on est repassé dans le positif, c'est-à-dire dans des flux entrants supérieurs aux flux sortants sur les ETF Bitcoin Spot. Et donc aujourd'hui, on voit que c'est toujours BlackRock hein, qui mène la danse au niveau des flux entrants, même qu'ils sont en train de capter absolument tout le marché. Et ça, c'est vraiment dommage et c'est pas bon déjà sur un aspect hein, de décentralisation. Donc là, tout est centralisé de plus en plus, rien qu'au niveau des ETF sur BlackRock. Mais en plus, les ETF en Bitcoin Spot en eux-mêmes déjà représentent une centralisation. Donc là, on voit qu'on est quand même dans un nouveau narratif hein, sur le Bitcoin de façon générale. Bien sûr, pour l'instant, il n'y a pas de danger, hein, de problème de décentralisation, centralisation sur le Bitcoin par rapport à l'arrivée des ETF. Bon, donc là, c'est plutôt vraiment pour l'instant une bulle spéculative. Par contre, sur le long terme, c'est vrai qu'il faut vraiment envisager l'impact de ces ETF sur la philosophie même du Bitcoin. Je rappelle, c'est quand même assez important là-dessus. Bon, donc on voit que pour l'instant, eh bien, on a 12 000, on voit bien au niveau du total des montants sur ETF Bitcoin Pot, on est à peu près à 12 milliards de dollars insérés dans le marché et ça représente à peu près 500 000 Bitcoin déjà, soit à peu près plus de 2% de, si je dis pas de bêtises, hein, bien évidemment, enfin, de la total supply de Bitcoin sur le marché. Donc on voit que déjà en quelques mois, c'est quand même pas rien. Bon, allez, je continue avec un prochain article sur le Bitcoin et notamment donc, un article de cointribune.com. Google indexe les adresses Bitcoin, un grand pas pour l'adoption crypto. Et également pour eh bien, le flicage, hein, puisque on sait très bien que là, avec les adresses qui sont pour l'instant anonymes, hein, c'est-à-dire que je rappelle que les adresses crypto, Bitcoin, des portefeuilles, comme MetaMask, Ledger et tout, ou peu importe, hein, que ce soit une adresse crypto, c'est une suite de chiffres et de lettres en grand nombre, hein, vous l'avez vu, plusieurs dizaines. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas votre nom ou etc. écrit, ça suffit l'anonymat. Mais bien évidemment, ça n'empêche pas aux enquêteurs, aux personnes qui vont déterminer de remonter par exemple votre adresse de blockchain entre guillemets jusqu'à un portefeuille qui porterait peut-être votre nom ou surtout une plateforme exchange, Binance ou autre. Et là également, les autorités peuvent facilement enquêter. Bon. Donc, effectivement, c'est un grand pas peut-être pour l'adoption de crypto, puisque c'est quand même indexé sur Google, mais derrière, il y a forcément des questions à se poser sur l'avenir
l'anonymat au final et de la véritable décentralisation, philosophie, là aussi j'en reviens à la philosophie du Bitcoin. Donc on voit bien que là, depuis qu'on a une légitimité du Bitcoin, on a vraiment toutes les grosses entreprises, gouvernements, etc., qui, ok, en acceptant, voire en adoubant le Bitcoin, derrière ils cherchent déjà à le rendre, à le changer de sa course, de sa philosophie première, qui est, je vous rappelle, hein, d'être anti-banque, entre guillemets, puisque le Bitcoin, je rappelle, au cas où, est sorti donc en 2009, c'est-à-dire un an après la crise des subprimes qui a eu lieu en 2008. Et donc ça a été un pur produit, le Bitcoin, quasiment anti-banque, pour que le pouvoir monétaire soit dans les mains des citoyens et non plus des entités centralisatrices comme les banques et les gouvernements. Donc là, on voit que tout ça est en train de changer. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on peut avoir le beurre, l'argent du beurre? Bah, malheureusement, peut-être pas, parce que on voit déjà les effets, hein, de l'arrivée des institutionnels sur le Bitcoin. Bon, donc je continue, les amis. Cette fois, je vais passer, donc j'ai fini pour le Bitcoin aujourd'hui. Je vais passer directement à VeChain. Là, vous allez voir, il y a du lourd sur le VeChain. Ça bouge beaucoup en ce moment. Premier post donc sur VeChain. Donc là, déjà, c'est un rapport de Grayscale, comme vous pouvez le voir ici, où VeChain a tout simplement vu sa propre crypto-monnaie, c'est-à-dire le VET, eh bien, être dans le portefeuille du top 7 chez Grayscale. Et là, donc, j'ai le rapport, vous voyez, de Grayscale. Je suis directement sur leur site internet. Et vous voyez, on voit ici tous les plus gros assets, donc en termes du secteur des services que possède notamment le portefeuille de Grayscale. Et donc vous avez en premier Chainlink. Donc là, c'est très intéressant de voir que on a quand même 26% du portefeuille d'investissement sur ce secteur-là en crypto de Grayscale qui est alloué à Chainlink. Donc c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais je vais m'intéresser plus près quand même sur ce projet. Bon, je le connais de loin comme vous, j'imagine, hein. Enfin, vous connaissez sûrement mieux que moi le projet à l'instant T, mais voilà, ça c'est un indicateur quand même qui fait qu'il faut quand même se pencher sur cette crypto-monnaie-là parce que si Grayscale s'y intéresse, qu'il y a derrière tous les analystes ou la batterie d'experts économiques et tout qui se penchent là-dessus, c'est quand même qu'il y a quelque chose à en tirer. Bon, derrière, vous avez Filecoin, Lideo, DAO, Kant, VeChain en 7e ou 6e position, je sais plus, The Graph. Donc, The Graph, c'est intéressant en lien quand même avec l'intelligence artificielle, parce que The Graph, c'est quelque part le Google des blockchains, Render et ainsi de suite avec d'autres cryptos également, mais en moindre mesure. Donc là, c'est assez intéressant de voir que VeChain est présent dans ce portefeuille. Et en même temps, ce n'est pas tout à fait étonnant parce qu'on va voir que le nouveau narratif, ça a été donc l'intelligence artificielle, c'est sûr et certain, mais également la tokenisation des actifs qu'on appelle le RWA. Et là, c'est en train vraiment d'être dans la hype en ce moment, dans la mode, hein, si je puis dire. Mais également, ce n'est pas surprenant quand on voit que c'est l'utilité réelle en fait qui vient s'insérer désormais dans la tendance. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est la, ça fait un petit moment que je fais des vidéos, hein, et vous savez que tous les projets, c'est des projets qu'on voit sur le long terme. J'ai toujours dit, et qu'on voit avec une utilité réelle derrière, par rapport aux shitcoins, memecoins, etc. Et là, on voit que avant, ce n'était pas du tout la popularité. Les gens préféraient miser sur des shitcoins, memecoins peut-être, etc., plutôt que sur des projets avec une utilité réelle. C'est en train de changer. Donc là, on voit vraiment qu'on est aussi par là dans un nouveau narratif, c'est-à-dire que là, on est dans une adoption de crypto en lien avec des projets solides, puisque derrière, basés sur l'utilité réelle. Voilà, donc là, on voit qu'on a un nouveau narratif là-dessus, très intéressant. Mais en tout cas, bon, pour en revenir à Grayscale, voilà, vous avez vu l'histoire, assez intéressant. Ensuite, je vous parle du RWA. Eh bien, comme par hasard, vous voyez, la fondation VeChain parle du Real World Asset, parce qu'effectivement, RWA, ça veut dire Real World Asset, c'est-à-dire le monde des actifs réels, et donc tokenisé sur VeChain, qui permettent justement eh bien, toute l'infrastructure de tokenisation sur les actifs, qu'ils soient physiques et numériques. Mais je vais en revenir, puisque là aussi, vous allez voir que dans les actualités après crypto générale, on va parler notamment de BlackRock et de son rôle très important là dans la hype en ce moment sur ce genre de token avec le RWA au milieu. Et donc là, pour VeChain qui saute sur la hype pour faire sa publicité marketing, si je puis dire, mais à juste titre, parce que ça fait très longtemps que VeChain est dans ce milieu-là, le RWA,
eh bien, ils font référence à leur partenariat avec World of V Labs, leur plateforme quelque part de NFT, où justement vous avez tout un lien avec la tokenisation, puisque vous avez des actifs réels, notamment là on peut voir un maillot notamment d'une célébrité ou peu importe, un maillot physique qui derrière, avec un lien avec une puce NFC, eh bien, est inscrit sur la blockchain. Donc vous avez un véritable lien entre le monde virtuel, le monde physique, tout cela garanti et avec transparence et qualité par la blockchain du VeChain au milieu. Et ça, c'est tout à fait inscrit dans le secteur du RWA, c'est-à-dire le Real World Asset. Donc là, on voit que VeChain a vraiment une carte à jouer là-dessus, hein, dans son utilité. Et c'est là où on revoit que VeChain, c'est du lourd sur cet aspect-là. Ensuite, toujours dans l'aspect de RWA, on voit que ça tombe pile poil et que VeChain, c'est vraiment s'imposer au bon moment, puisque là, on a encore une annonce de la fondation VeChain qui fait référence à la sortie, hein, ça y est, définitive de leur Marketplace as the Service, ou MaaS, comme ils appellent ici, et qui justement a pour but de fournir à n'importe qui n'est pas compétent, si je puis dire, qui n'a pas les compétences de développeur, qui n'est pas capable de développer des marketplaces ou autres, eh bien, vous avez voilà, VeChain qui fournit un système de no-code pour créer des marketplaces de NFT sur leur écosystème. Et donc, c'est pour ça que là, je vous donne un exemple de ce type de marketplace qui a déjà été créé sur l'écosystème du VeChain. Eh bien, c'est ici le Grezini Marketplace. Donc, une marque, hein, bien évidemment, avec les motos de course. Donc, pour les personnes qui sont un peu sensibles ou qui connaissent un peu ce milieu-là. Donc, c'est plutôt connu, hein, Grezini quand même. Et vous voyez que là, avec Grezini, rien que le nom de l'adresse sur le site internet, déjà, ça veut tout dire, parce qu'on a grezini.marketplace.vchain.org. Ça veut dire que cette marketplace-là a été réellement créée, donc bien sûr par Grezini, et implantée sur le marketplace et l'écosystème de VeChain avec pas forcément de besoin d'avoir des compétences de codage, du développement informatique, etc. Donc avec en plus, on imagine hein, des ressources plus besoin d'avoir des ressources extrêmement sophistiquées et également du temps de gagner hein, pour les développeurs no code de la marketplace. Et donc vous voyez, le système, c'est le même que toutes les plateformes au final qu'on connaît, même OpenSea, etc. Puisque c'est un système de NFT avec des images, des prix, enfin bref, là, ils n'ont pas réinventé la poudre, hein, clairement, par rapport à ce qui existait déjà dans le web 3.0. Mais en tout cas, on voit que là aussi, VeChain rend quelque chose d'accessible, de facile et participe toujours plus, s'enfonce toujours plus loin dans sa politique d'adoption de masse et de facilité d'accès pour les personnes dans le monde du Web 3.0. Voilà. Bon, je continue donc avec dernière nouvelle et pas des moindres, hein, puisque là on a tout simplement le bilan, la trésorerie sur la fin d'année 2023 pour la Fondation VeChain. Et donc ils disent tout simplement, donc là c'était l'annonce du tweet, mais bien sûr je suis allé plus loin, je suis allé chercher leur véritable rapport, hein, donc là sur un article de Medium avec leur tableau qui représente leur trajet, on va dire, financier. Et donc regardez, donc là on a 31 mars 2023, ils étaient donc à peu près à 380 millions de dollars de trésorerie, donc en dollars, hein, en USD. En 30 juin 2023, ils étaient à 279, 180 millions, on va dire, 311 millions de dollars. 30 septembre, ils étaient à 264 millions. Et enfin, 31 décembre, ils ont tout fait péter puisque ben, on a eu l'ascension des prix hein, du Bitcoin et des cryptos à ce moment-là. Et donc, ils sont remontés à 440 millions. Et ça, je rappelle que c'était 31 décembre 2023. Mais qu'entre-temps, on l'a vu, hein, le Bitcoin ayant atteint des sommets, ayant dépassé même son ancien ATH, eh bien, on imagine que leur trésorerie en fonction de cette suite de ce tableau-là, eh bien, a encore augmenté et pas qu'un peu. Bon, donc la santé financière est plutôt bonne, hein, on voit pour, enfin, du moins avec ce qui est affiché, hein. Après, est-ce que c'est la vérité? Bon, ça on pourra toujours en douter, mais en tout cas, sur ce qui est affiché là dans ce tableau, effectivement, on voit que la santé financière a l'air plutôt bonne, et surtout quand on compare ça avec les dépenses, puisque là on voit que les dépenses de la Fondation VeChain sur les 3e et 4e trimestres de 2023 eh bien, sont additionnés et font un total de 48 millions
$2. D'un côté, on a 440 et de l'autre, on a 48 millions de dépenses. Donc ça va, ils dépensent à peu près 10% de leur trésorerie. Donc ça va. Il y a de la marge. Donc là-dessus, pour l'instant, hein, tout va bien, tout est dans le vert au niveau des voyants, on va dire, pour la fondation VeChain, pour l'écosystème du VeChain. Après, bien sûr, je vous rappelle, les amis, hein, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Tout ce que je dis, c'est à titre informatif, bien évidemment, pour vous tenir au courant des mises à jour du monde crypto qui évolue très vite. Et puis voilà. Bon, une fois que ça c'est dit, on va continuer, et notamment avec un prochain projet, c'est-à-dire le projet FET, la fondation entre guillemets, un Fetch.ai. Et effectivement, je vous ai rappelé, j'ai fait une vidéo là il y a quelques jours sur la présentation de la crypto, du projet avec tous les détails qui étaient accompagnés, techniques, etc. Et entre-temps, la vidéo est déjà obsolète puisqu'il y a eu du changement et donc ce projet, donc Fetch.ai, a tout simplement annoncé la création eh bien, d'une alliance, d'une fusion à travers donc, une entité, c'est-à-dire la Super Intelligence Alliance, qui fusionne tout simplement SingularityNet et la crypto AGIX, Ocean Protocol et la crypto Ocean, et Fetch.ai et la crypto FET. Voilà. Et donc, bien sûr, je vais donner plus de détails sur tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que là, voilà, vous avez vraiment une feuille de route. Pourquoi ils ont fait ça? Déjà, la première question, c'est tout simplement parce que ils ont vu qu'il y a des nouveaux acteurs entrants, donc sur le milieu de l'intelligence artificielle, et que effectivement, Ocean Protocol était plutôt focalisé sur le data, fait sur tout ce qui est l'intelligence artificielle avec les acteurs, les agents économiques autonomes au milieu. Alors, je vous avais déjà expliqué ça dans la vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et également Agix qui est dans sa partie sur effectivement d'autres points. Donc, on voit que là, on a vraiment une volonté de cette super intelligence, cette alliance hein, au final entre trois entités de l'IA avec des secteurs différents, de concurrencer tout simplement les autres entreprises, hein, les autres projets crypto dans l'intelligence artificielle qui sont largement devant peut-être. Bon, voilà, donc ça c'est en tout cas l'objectif. Après, un des objectifs également pour cette super intelligence est de développer l'intelligence artificielle à un niveau encore jamais vu et jamais atteint. Donc on va voir hein, le court terme au niveau de la roadmap sur ce super projet. Eh bien, c'est tout simplement une fusion d'abord des trois tokens. Donc sur le court terme, donc avec le token ASI, voilà, ce nouveau token. Ensuite, il y aurait également une fusion et bien tout simplement la création de la Super Intelligence Alliance, donc voir comment ça se passe au niveau du management interne, etc. Au niveau moyen terme, ce sera surtout la communication, la coordination, ce qu'ils disent en tout cas, avec tout l'espace de communauté. Donc en fait, ils créent le marketing et leur campagne promotionnelle là-dessus. Et enfin, sur le long terme, voilà, c'est intéressant, c'est qu'ils prévoient de combiner tout ce qui est les roadmaps de AGI et ASI, bon, de travailler ensemble avec le projet Gaia X. Alors Gaia X, c'est intéressant parce que j'avais déjà parlé du projet dans la vidéo que j'ai faite sur FET. Gaia X, c'est tout simplement le projet qui rassemble, je dirais, une dizaine, trentaine d'entreprises, comme Airbus notamment, et toutes les entreprises européennes, que c'est un projet européen, un Gaia X, qui vise à digitaliser tout ce qui est l'aspect de mobilité et d'identification des gens et des infrastructures au niveau de la mobilité au sein de l'espace de l'Union européenne. Voilà. Et donc Fetch.ai, avec Ocean Protocol, était une des entreprises, un des partenaires de cette également collaboration hein, de plusieurs entités. Et notamment dans cette collaboration, donc je vous l'ai dit, il y a Airbus, mais il y a également Bosch, notamment, et plusieurs autres entreprises en lien avec notamment les infrastructures de mobilité, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que là, il parle là-dessus. Donc ça veut dire que forcément, cette super intelligence va intégrer aussi un Gaia X. Ça ne changera rien pour FET qui était déjà, mais ça changera également pour quand même pour Singularity qui n'était pas intégré dans ce projet. Et au sein de protocole, je crois également, il y était aussi dans ce projet-là. Bon. Donc voilà, donc en fait, leur objectif long terme, c'est voilà, c'est de joindre leurs efforts pour en fait améliorer l'intelligence artificielle et également mettre en place des améliorations, des projets sur
tout ce qui est la blockchain de Fetch.ai. Donc on comprend vraiment que le leader, ça restera le projet, la crypto-monnaie Fetch en arrière-plan, hein, et on va dire l'institution Fetch.ai qui dominera, entre guillemets, hein, dans cette fusion, Ocean Protocol et Singularity, et le AGIX. Voilà. Bon, c'est plutôt intéressant sur la roadmap, mais après, tout ça, ça reste quand même pas encore définitif, puisqu'il faut que les protocoles, enfin, au niveau de la décentralisation de Singularity et de Ocean Protocol valident cette fusion. Et je crois que ce n'est pas encore le cas. Je peux vous dire des bêtises, mais je crois que ce n'a pas encore été totalement validé, même s'il y a beaucoup de chances que ce soit, enfin, soit très probable qu'il valide la chose. Bon, ça reste à voir. Ensuite, pour plus de détails, justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent qu'est-ce que ça va engendrer sur le token, notamment même sur les prix, sur compliqué tout ça. Fusionner trois cryptos comme ça en plein milieu avec le bull run à deux pas, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Et c'est pour ça que là, je suis allé sur le site de Fetch.ai où ils ont fait une capture d'écran de leur Excel au final en mode des supplies où ils expliquent exactement ce qui va se passer pour les trois crypto-monnaies. Donc là, vous voyez que vous avez AGIX, FET, Océan. Vous avez les supplies totales actuelles de ces trois cryptos. Vous avez les prix également affichés à l'instant T où ils ont fait leur screenshot, parce que ce sera important, parce qu'ils vont recalibrer les prix de leur nouvelle crypto-monnaie, donc ASI, en fonction des prix du FET à un instant donné, donc à 2,6 apparemment, ou, enfin, là, je dis ça comme ça, hein, mais en tout cas, ils vont fixer un prix, et ensuite, ils vont également donc répartir une nouvelle total supply pour leur crypto-monnaie ASI. Donc on voit ici qu'on va passer pour un total, donc on voit bien que AGIX par exemple est à 2 milliards de tokens, FET 1 milliard 152 millions et Océan 1 milliard 410 millions. Donc au total, il y avait à peu près 4 milliards 500 millions de tokens si on prend les trois projets réunis. Et donc ces 4 milliards 500 millions de tokens vont passer en fait à un supply divisé par 2 au niveau du ASI, puisqu'on va passer à 2 milliards 630 millions de tokens ASI. Voilà. Et ça, c'est possible tout simplement parce qu'au niveau du fait, il y aura effectivement un ratio de 1 FET pour 1 ASI, mais par contre, pour tout ce qui est les ratios de ASI pour AGIX et Océan, ce sera 0,43. Donc, après, l'impact que ça aura sur la crypto-monnaie ASI, franchement, personne ne peut savoir. C'est-à-dire, est-ce que ça va au contraire créer une hype de fou parce qu'il y a 250 000 holders de l'ensemble de l'écosystème là, de AGIX, FET et Océan. Donc, il y aura plus que le ASI. Donc, on va avoir 250 000 détenteurs de tokens au total du ASI avec la conversion. Est-ce que ça va propulser les prix vers le haut? Franchement, j'en sais rien. Inversement, est-ce que ça peut créer un gouffre vers le bas? Je n'en sais rien, honnêtement. Donc, c'est à vous de voir là, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette stratégie, en tout cas, de fusion de la part de Fetch.ai. Je suis très curieux, hein, parce que moi, c'est la première fois que je vois ça en 4 ans dans le milieu crypto. Clairement, on va voir un peu les effets. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Bon, donc voilà les amis pour le projet FET. J'espère que ça a été plutôt clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses à rectifier ou que vous avez des choses à rajouter en plus de ce que j'ai dit. Et puis sinon, on va continuer sur le prochain projet, c'est-à-dire XRP et Ripple. Donc là, j'ai les articles surtout à vous montrer, hein, clairement. Plutôt intéressant au niveau de l'aspect juridique du combat entre la SEC éternelle, hein, on en a marre, hein, tout le monde en a marre. Il faut que ça se solde. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pour le meilleur ou pour le pire en train d'être le cas. Il va y avoir une décision peut-être cette année. Donc, effectivement, là, j'ai un article de The Crypto Basic où vous avez donc effectivement eu une rencontre au niveau du tribunal presque même. Donc là, ça date du 30 mars 2024 entre Ripple et la SEC. Donc, sur des discussions justement pour fixer une finalité dans leur procès. Première chose. Deuxième chose, hop, ici, donc là j'ai un article de CoinGap, donc le Ripple Payment, vous savez, ce qui est l'aspect
du protocole de paiement de Ripple est bien désormais disponible sur Uphold. Donc un nouveau partenariat pour les investisseurs institutionnels. Donc on voit que là, Ripple déploie toujours plus ses tentacules à travers le monde, à travers désormais Uphold. Bon, ça c'est comme ça. Et pour en revenir au combat juridique, là j'ai un article de journalducoin.com, Ripple vs SEC, une paix à 2 milliards de dollars pour le XRP, point d'interrogation. Daté au 26 mars 2024, et donc là je vous en parle un petit peu plus de ce qui se passe, c'est que effectivement je vous avais déjà donné le planning. Au 22 mars, on avait donc la SEC qui devait effectivement faire une requête au tribunal vis-à-vis de Ripple, et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils ont demandé eh bien, à Ripple de payer 2 milliards de dollars d'amende suite pour conclure au final pour le procès. 2 milliards, je vous laisse imaginer le délire, mais c'est quelque chose qui est envisageable, puisque je rappelle que Binance a payé plus de 4 milliards son amende, hein, et que le juge a donné son accord pour une amende. Donc c'est tout à fait possible que Ripple doit payer une amende de 2 milliards là, à la SEC. Donc, je ne vous laisse même pas imaginer les impacts que ça aura, hein. Ce sera plutôt, si c'est le cas, forcément il y aura des impacts négatifs sur les investissements, sur l'aspect du XRP, etc. C'est plutôt logique. Bon, après, est-ce que ça détruira Ripple? Ben non, parce qu'on sait que la trésorerie de Ripple est plutôt solide et pourra encaisser 2 milliards. Mais quand même, voilà, là c'est quand même une question qu'on peut se poser, et puis que vous devez également vous poser, hein, en tant que si vous êtes dans le XRP, etc. Faites attention, ça, je me dis faites attention, là on a des nouvelles qui... il y a des petits voyants qui s'allument là. Je vais vous le dire comme ça. Mais on ne sait pas ce que ça va donner, bien évidemment, et surtout, c'est une demande de la SEC, mais ce n'est pas encore validé par le juge. Il faut voir, bien évidemment, la réponse du juge, la réponse également de Ripple, puisque Ripple, là, a un mois, c'est-à-dire jusqu'au 22 avril, pour contre-argumenter, donner elle aussi ses revendications, et ainsi de suite. Donc là, le dialogue, en fait, le bras de fer commence sur l'année 2024 sur cet aspect-là. C'est-à-dire que c'est la partie, c'est le round de finale, on va dire, qui est en train de débuter. Et ça va être très intéressant de voir ce qu'on va donner. Donc je rappelle le planning, c'est donc 22 avril, normalement, réponse de Ripple contre la SEC sur cet aspect-là. Après le 22 avril, on aura de nouveau, je crois, donc c'est au 6 mai, c'est ça, une réponse de la SEC. Et enfin, on aura au 30 mai, normalement, quelque chose qui devrait se finaliser mai-juin sur cet aspect-là. Si ce n'est pas fait avant, mais évidemment, si les... Là, c'est le calendrier un peu officiel, hein, donc à voir si derrière, ils arrivent à raccourcir ou ça va encore plus long, enfin bref. Voilà. Et donc, à l'issue de tout cela, eh bien, la juge Anaïsa Torres pourra décider donc, en 2024 ou même 2025, ça prend du temps, sur sa décision de finaliser vraiment son rapport et de donner une conclusion définitive, hein, sur le sujet que tout le monde en a marre. Je pense même la SEC doit en avoir marre. Même, bref. Bon, donc c'est vraiment Ah, c'est franchement, c'est un feuilleton le truc. Un feuilleton pour en faire une série Netflix quand ce sera terminé, hein, clairement. Bon, voilà donc les amis, j'ai fini donc pour tout ce qui est les actualités des mises à jour projet. Et maintenant, je vais passer aux actualités crypto, donc plus générales, avec premièrement donc, un article de cryptost.fr, donc Swift compte proposer sa plateforme de monnaie numérique de banque centrale dans moins de 2 ans. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que Ripple, XRP, a un petit moment là, court terme, on va dire, dans la difficulté, hein, sur l'aspect de légalisation de juridique aux États-Unis. Et derrière, il y a également un aspect de concurrence, puisque le réseau Swift bancaire actuel, qui se sent forcément menacé, hein, c'est sûr, eh bien, Taï décide de lancer sa plateforme, mais voilà, il y a du temps encore, puisqu'on est entre 1 an et 2 ans avant le lancement de cette plateforme, et surtout, c'est adressé uniquement, bien évidemment, hein, aux monnaies numériques de banque centrale. Donc, c'est quand même un autre registre aussi que le Ripple. Enfin, quand même, c'est pas totalement exactement la même chose, et surtout que c'est le réseau Swift. Ça veut dire que ça inclut surtout l'Occident, mais par exemple, la Russie qui est sortie du réseau Swift bancaire, et même les BRICS qui souhaitent faire leur propre réseau et qui l'ont annoncé d'ailleurs, eh bien, n'utiliseront pas forcément le réseau Swift.
parce de toute façon, ils ont été bannis, hein. Donc, enfin, la Russie a été bannie du réseau SWIFT, donc c'est sûr. Donc là aussi, on va voir, ça va être très intéressant de voir l'évolution, notamment de la concurrence entre désormais Ripple d'un côté, quand même, qui a pris de l'avance, hein. En toute objectivité, Ripple a pris énormément d'avance sur cet aspect-là, puisqu'ils sont spécialisés là-dedans, ils ont des partenaires, etc., très solides, notamment au niveau des banques centrales également, et qui sont déjà en activité. Alors que là, le réseau Swift, avec leur nouvelle plateforme, elle n'est pas encore en activité. C'est-à-dire que là, on a encore 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans dans ce milieu de la crypto. Comme on l'a vu, tout va très vite. C'est énorme. Donc, à voir. Si Ripple ne fait pas exploser par la SEC entre-temps, eh bien, peut-être que le réseau Swift bancaire va se faire coiffer au poteau par Ripple d'ici 1 an, 2 ans, notamment avec donc, les nouveaux partenaires, je rappelle, avec le Japon, enfin bref. Ouais, il y a plein de trucs dans les cartons, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas refaire la liste, mais c'est assez sympa de voir quand même la concurrence, et ça a poussé comme ça Ripple encore plus à se bouger à ce niveau-là. Allez, je continue, prochain article, hop, de Coin Academy. Voilà, donc là, on va atteindre le dur du sujet en ce moment, hein, c'est-à-dire tout ce qui est l'aspect du secteur RWA. Donc BlackRock, Larry Fink croit en un ETF Ethereum Spot, même si ETH est classé en tant que security. Donc là, on a déjà la première nouvelle, donc qui date du 28 mars 2024, et donc deuxième nouvelle sur ce sujet-là, donc de CoinDesk, également donc 21 mars 2024, BlackRock se lance dans la course à la tokenisation des actifs avec un fonds donc sur le réseau Ethereum et sur l'aspect bien évidemment de la tokenisation d'actifs. Donc, je rappelle, c'est le secteur du RWA. Donc là, BlackRock est en train de vraiment mettre le paquet. Donc, on a vu qu'ils ont fait les ETF Bitcoin Spot. Enfin, déjà, ils sont entrés dans le lourd. Là, ils sont en train d'attaquer maintenant la médaille d'argent, c'est-à-dire les Ethereum, enfin, les ETF sur Ethereum Spot. Donc, c'était mal parti là, avec la SEC qui est en train de dire que Ethereum c'est une security, mais malgré cela, on voit que BlackRock, eux, ils restent très confiants, mais en même temps, c'est eux qui dirigent le monde. Donc, enfin, peut-être très tiré par les cheveux ce que je dis, mais on sait très bien que c'est le monde financier aujourd'hui qui dirige le monde politique et ainsi de suite. Donc, si BlackRock décide quelque chose, d'ailleurs, ils ont décidé de se mettre sur les ETF Bitcoin Spot, la SEC s'est pliée, hein, alors que ça faisait 10 ans qu'elle disait non à tout le monde. Donc, on voit que BlackRock, quand ils disent quelque chose, derrière, ça ne traîne pas longtemps avant que ça se mette en place. Donc, si BlackRock dit que les ETF Ethereum Spot vont avoir lieu, c'est qu'il y a des chances qu'un jour, peut-être pas dans les médias, hein, mais un jour ça arrive. Et là, ce sera l'ouverture vers les ETF, hein, un peu la boîte de Pandore, hein, puisque tous les cryptos, du moins avec un certain rang, pourront prétendre à se définir hein, en ETF également. Ça, c'est également intéressant. Si BlackRock se penche là-dessus pour le meilleur et pour le pire, je le dis bien également. Bon. Et donc, surtout, là où c'est très intéressant, c'est que BlackRock, à travers donc, son intérêt pour Ethereum, lance en parallèle ce qu'ils appellent le Build. Alors, j'en avais déjà parlé donc, la semaine dernière, hein, mais ce nouveau fonds d'actifs sur le réseau Ethereum avec notamment donc, un portefeuille d'actifs qui est très centralisé focalisé sur les tokens et les projets en lien avec le RWA. Voilà. Et donc c'est pour ça que vous avez des prix qui explosent dans tous les sens, les tokens liés de près ou de loin, hein, pour le meilleur et pour le pire également, sur le RWA, depuis une semaine ou deux là. Donc là on a vraiment plusieurs narratifs qui se profilent pour le bull run. On a le narratif IA, intelligence artificielle, ça c'est sûr et certain, mais on a également le narratif RWA, légitimisé hein, par BlackRock à travers ce genre de nouvelles. Donc, plutôt intéressant à exploiter. Donc voilà, ce sera tout pour les actualités crypto aujourd'hui. Donc je vais passer aux actualités économiques. Et donc première information, donc latribune.fr, donc les chefs d'entreprise inquiets pour l'avenir de l'Europe. Donc effectivement, là on a un massacre, hein, ça date du 29 mars 2024, puisqu'on a 51, alors on a plus de 50 000 entreprises, donc petites entreprises hein, qui ont fait faillite entre 2023 et 2024. Donc là on voit bien qu'on a un problème avec les taux directeurs, qu'on a un problème avec l'inflation, on va parler de l'inflation juste après, mais on a un problème au niveau économique, donc on est tout simplement l'Europe en crise économique, hein, quand bien même les partis politiques
quoi que ce soit n'aiment pas entendre ce terme, la réalité c'est que nous sommes bel et bien en crise économique depuis en fait la guerre Russie-Ukraine, avec les sanctions que l'on a pris nous occidentaux contre la Russie qui nous sont retombées sur la figure en boomerang, clairement. Et donc avec les taux directeurs, et bien là on voit qu'on a les conséquences en fait quelque part d'une récession, parce que officiellement nous ne sommes pas en récession, la France en tout cas, au niveau européen, mais on a les effets aujourd'hui tout à fait d'une récession. On a le chômage qui est en hausse, on a des fermetures d'entreprises de plus en plus rapides et de plus en plus nombreuses, et on a également des chefs d'entreprise qui ne sont pas fous, qui sont inquiets pour l'avenir de l'Europe et donc de leurs entreprises. Voilà, donc ça fait un peu beaucoup, et donc c'est vrai que là devient urgent presque pour la Banque Centrale Européenne en fait de baisser les taux directeurs tout en essayant de maîtriser quand même l'inflation. C'est pour ça que hop, d'ailleurs on va voir ce que ça donne au niveau des chiffres de l'inflation. Et donc là j'ai les chiffres de l'INSEE, vous voyez, sur février 2024. Donc je pense que la semaine prochaine j'aurai les chiffres de mars. Comme ça on sera vraiment fixé définitivement sur le trajet de l'inflation en ce moment. Bon. Donc en février 2024, les prix à la consommation augmentent de 0,9% sur un mois et de 3% sur un an. Donc en fait, vous avez une baisse de l'inflation, parce que nous étions en janvier à 3,2%, chose comme ça, et là nous sommes à 3%. Donc l'inflation, en termes de hausse des prix, est moins forte entre janvier et février. Donc c'est une bonne nouvelle, si on peut dire que c'est une bonne nouvelle, je préfère le dire comme ça, mais elle reste quand même à 3%, au lieu de l'objectif des banques centrales, c'est-à-dire de 2%. Donc là, on est encore à 1% au-dessus des objectifs de la Banque centrale européenne. Et on voit que là, l'économie est en train de partir en vrille au niveau européen, même en France. Donc, on voit qu'il y a vraiment un sujet épineux là-dessus, c'est que s'ils desserrent trop tôt leur taux directeur, ça va repartir l'inflation très rapidement. C'est plutôt évident, surtout qu'effectivement c'est confirmé aux États-Unis, ça repart à la hausse, là, l'inflation sur tous les niveaux. Donc, on voit que là, on a vraiment une situation économique inquiétante, ça c'est sûr, et qu'on peut que constater les dégâts des prises de décision, simplement sur le plan économique de nos pays de ces 2 dernières années, même enfin, 30 dernières années, mais alors ça a été le coup de grâce là sur les 2 dernières années. Voilà. Donc je vais finir sur un petit article résumé sur Twitter. Là, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment apprécié la chose, de la partager. Donc là, j'ai un tweet de Crypto Rand. Bitcoin est la seule. Alors après, chacun son avis, bien évidemment, mais c'est vrai que dans les faits, quand on voit ça, c'est tout à fait exact. C'est qu'on a le prix d'une maison en dollars vs Bitcoin. On a le comparatif. Donc en 2016, vous aviez 288 400 dollars pour payer en monnaie fiat une maison contre 664 Bitcoin. Déjà, à l'époque, c'est ça. En 2020, le prix en dollars est passé à 328 900 dollars pour la même maison, 45 Bitcoin de l'autre côté. Et enfin, en 2024, donc on voit quand même l'évolution de l'inflation déjà outre-Atlantique, place en dollars, mais en euros, c'est la même logique, je vous rassure. Hein. Donc en 2024, 434 700 dollars, c'est-à-dire que le prix a presque doublé. Et par contre, en Bitcoin, ça nécessitait 6,6 Bitcoin. Donc effectivement, si on regarde cet aspect-là des choses, CryptoRand a raison, le Bitcoin, c'est le remède contre l'inflation. Voilà. Et également l'or. Donc en fait, il y a vraiment deux catégories qu'on voit émerger de lutte contre l'inflation. Vous avez l'or, donc lui est toujours éternel, rien à apprendre là-dessus. Donc l'or qui permet tout simplement de stabiliser son pouvoir d'achat, de lutter contre l'inflation, mais ce n'est pas avec ça que vous allez peut-être dépasser l'inflation pour vous enrichir contre l'inflation, par exemple. Parce que l'or reste quand même avec une évolution plutôt lente, si je dis, au niveau de la hausse des prix. Il faut compter plusieurs dizaines d'années pour avoir vraiment un retour sur investissement avec l'or. Plutôt évident quand on voit les courbes. Le Bitcoin, ce n'a pas été le cas. Le Bitcoin, on voit que c'est non seulement un remède contre l'inflation, ça c'est sûr, mais également que c'est un moyen de s'enrichir quand on regarde sur le passé, en tout cas sur le cycle historique, contre l'inflation.
Donc voilà, ça fait vraiment deux bagues intéressants, mais après le Bitcoin, ça reste quand même risqué sur le plan donc, de volatilité, bien évidemment, mais aussi sur le plan numérique, parce que le Bitcoin, je rappelle, c'est un actif numérique. Donc demain, vous avez une cyberattaque générale massive, ou alors vous avez un shutdown, une tempête solaire, j'en sais rien, et vous avez plus de numérique sur Terre. Bon, eh bien, le Bitcoin, il n'y en aura plus, hein, parce qu'il n'y aura plus de plateforme exchange, etc. Donc, même s'il y a les téléphones portables, on a vu en Afrique, je l'ai dit la semaine dernière, où vous pouvez vous envoyer des Bitcoins grâce au lien téléphonique, lien de télécommunication. Bon, si on arrive là, déjà, il n'y a quand même pas tout le monde qui pourra forcément se mettre sur le Bitcoin. Donc, il y aura un impact. Voilà, donc après, c'est vraiment deux bagues intéressantes, deux stratégies différentes intéressantes, mais en tout cas, on voit qu'aujourd'hui, le résultat, c'est une protection contre l'inflation, que ce soit sur l'or, également sur le Bitcoin, c'est plutôt évident. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Je rappelle, je n'ai pas de boule de cristal, hein. Je rappelle, ni la science infuse également. Donc c'est chacun après de faire un peu sa stratégie comme il le sent en fonction de son parcours et de ses avis. Bon, ce sera tout pour cette actualité crypto, donc numéro 68. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires également, hein, si vous voulez rajouter des choses, rectifier des choses. N'hésitez pas, vraiment, on est là pour ça, hein, pour faire partager le maximum de choses à tout le monde. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous dis une bonne semaine. À bientôt. Ciao.